Je présente maintenant le dernier intervenant que connaît très bien Albert Claude, qui est Oscar Maletti de Modène, qui va parler de la réparation valvulaire dans la maladie post-thrombotique. C'est un effet magique, mais elle s'est transformée en femme, hein, Oscar. Mais Oscar, bonjour, je ne suis tout à fait pas Oscar, mais bon, c'est... Alors, c'est notre ami chirurgien vasculaire de Modène, hein, qui s'appelle Marzia Lugli et qui travaille en étroite collaboration avec Oscar Maletti dans la même structure. Et nous avons le plaisir de les accueillir parce que c'est une équipe exceptionnelle, très à la pointe de la recherche et des techniques endoveineuses, mais aussi de la chirurgie, de la vraie chirurgie, en particulier sur les réparations des valvules veineuses profondes. Dans le cas, elle va expliquer les différentes indications de la réparation valvulaire, en particulier dans le cadre de la maladie post-thrombotique. Mais il y a aussi les agénésies des valvules profondes qui existent aussi, etc. Donc il y a un certain nombre d'applications. Et ce travail, là aussi, repose sur une parfaite connaissance physiopathologique de cette maladie-là et de comprendre quelles sont les bonnes indications pour traiter avec les techniques qu'ils ont mises au point. Merci Marzia de nous présenter ce travail d'équipe. Merci pour votre présentation et je vais vous remercier en avant pour tolérer mon français qui sera, comme vous le savez, comme ça. C'est parfait. Alors, on va parler de la syndrome post-thrombotique. Il s'agit d'une maladie qui est vraiment invalidante. Elle est largement représentée et nous avons déjà beaucoup de données de la littérature sur ça. Et en plus, on sait qu'il est lié à une insuffisance veineuse chronique largement et très invalidante. L'insuffisance veineuse chronique dans la syndrome post-thrombotique voit deux principaux troubles hémodynamiques qui sont responsables des symptômes et des signes, l'obstruction et le reflux. Ainsi, dans le traitement chirurgical de la syndrome post-thrombotique, après une longue phase pendant laquelle le reflux était considéré comme le seul élément responsable des lésions trophiques, et maintenant on peut dire que dans les dernières années, le rôle de l'obstruction s'est imposé en dominant la scène chirurgicale et considérant le rôle des reflux comme tellement négligeable. L'obstruction est actuellement considérée comme cruciale dans le déterminisme des altérations hémodynamiques et il a été démontré que sa correction peut conduire à une amélioration dans un pourcentage significatif des cas, jusqu'à 45%, même en présence de la persistance du reflux. Si nous reconnaissons un rôle dans le processus obstructif, un rôle égal doit être donné aussi aux éléments du reflux, car le fait qu'on n'ait pas corrigé le reflux ne conduit pas à une amélioration chez les plus de 50% des patients. Et ça, nous l'avons vu dans beaucoup de séries. Et pourtant, on peut traiter les patients avec stenting, les 50% va guérir, mais celui-là qui ont le reflux, peut-être qu'il va entraîner encore une situation clinique invalidante. En réalité, toutes les deux conditions sont responsables des symptômes. La question, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de séparer avec notre évaluation diagnostique et ce qui est dû à l'obstruction ici et ce qui est causé par le reflux. Nous ne sommes pas capables d'identifier laquelle des deux composants est la plus importante dans l'insuffisance veineuse chronique. On comprend donc que la séparation des différents éléments est presque impossible parce que dans la syndrome post-thrombotique, dans les deux tiers % du cas, la combinaison est entre l'obstruction et le reflux. Et le problème est principalement dû au fait que l'obstruction dans la syndrome post-thrombotique est rarement un élément isolé. Elle consiste dans un ensemble d'obstructions, dans la plupart des cas, placées en série. La cave, l'iliaque, la fémorale, la poplitée. Et les reflux, c'est plus ou moins la même chose.
Il est représenté dans le syndrome post-thrombotique par un ensemble de reflux, dans la plupart des cas placés en parallèle, c'est-à-dire l'insuffisance, les reflux de la veine fémorale, les reflux de la veine fémorale profonde, les reflux du réseau superficiel. Néanmoins, du moment que l'obstruction est traitée par la plupart avec des techniques endoluminales, la possibilité d'améliorer des patients qui sont souvent âgés, sans avoir à recourir à la chirurgie ouverte, élargit considérablement la possibilité de correction et de leur application. Et pourtant, on sait qu'aujourd'hui, l'application des techniques de traitement de l'obstruction sont vraiment en train de devenir très diffusées. Lorsque la correction de l'obstruction seule n'est pas suffisante, la correction doit être envisagée, parce que nous avons dit que dans la moitié des cas, nous ne sommes pas capables, dans la vie du patient, d'obtenir sa meilleure amélioration. Et pourtant, nous savons que dans le syndrome post-thrombotique, les valves sont rarement préservées. Dans la plupart des cas, elles sont complètement détruites et dans leur réparation n'est pas possible. On voit dans ces cas-là, dans la veine fémorale, qu'il n'y a pas plus la possibilité d'avoir une réparation valvulaire. Parfois, la technique de valvuloplastie est applicable dans le syndrome post-thrombotique, mais il s'agit de cas vraiment très rares et les valvules sont comme ça endommagées qu'aussi la réparation n'est pas durable. Et la suppression ou la réduction du reflux dans le syndrome post-thrombotique est pourtant basée sur des autres techniques et sont principalement trois. Nous avons la possibilité de créer j'ai commencé à parler en anglais, désolé. Nous avons deux possibilités. La première, c'est de créer un nouvel axe valvulé avec la transplantation ou la transposition. Et l'autre, c'est de créer une néovalve. Ce sont conceptuellement des types de chirurgie. La transposition, elle est applicable lorsque la veine fémorale profonde a été préservée des lésions post-thrombotiques. Et aujourd'hui, cette technique, elle est d'habitude utilisée, mais elle a subi plusieurs modifications. En effet, ce que nous avons vu pendant les temps, c'est que la transposition proposée classiquement peut augmenter les résistances et la suppression du reflux et contrebalancer de façon négative par l'obstruction de l'outflow. Et pourtant, maintenant, pour éviter cela, la transposition doit être effectuée de façon terminale afin d'éviter la confluence des deux segments. Parfois, la transposition avec une veine fémorale profonde ou l'axialisation nouveau de la veine saphène. Ça sont les deux techniques qu'aujourd'hui, on va utiliser beaucoup plus. La transplantation valvulaire ressemble d'être la technique des choix, mais en effet, elle est très difficile à appliquer parce que la valve axillaire, d'habitude, n'est pas compétente au régime d'autres pressions du membre inférieur. Son diamètre n'est pas suffisant dans la plupart des cas et en plus, il est fréquemment compliqué par thrombose. Et pourtant, c'est une intervention qui est presque disparue. Quand nous n'avons pas d'autres possibilités, ce qu'on peut faire, c'est la néovalve. Il s'agit de la création d'un volet qui peut bloquer les reflux. Alors, cette technique montre des excellents résultats au cours des premières années dans les short termes, mais comme toutes les procédures qui sont effectuées dans le syndrome post-thrombotique, les résultats vont se détériorer sur le long terme. Les patients qui ont un syndrome post-thrombotique doivent toujours être suivis dans un follow-up très attentif parce que la plusieurs part des gestes pouvaient devenir nécessaires dans la vie de ces patients-là. Aussi après la construction d'une néovalve, parfois sur le système superficiel, sur le perforant ou sur le profond en cœur. Il s'agit du syndrome post-thrombotique d'une maladie qui est évolutive. Et pourtant, quand on fait une néovalve, et surtout quand nous faisons une néovalve, nous avons à corriger quoi et pourquoi.
La néovalve, il faut dire, sur le plan hémodynamique, ne réduit ni la pression ambulatoire ni la pression hydrostatique. Ces paramètres ne peuvent pas être réduits que par la valvuloplastie par Kistner dans l'insuffisance primitive, lorsqu'il s'agit d'un reflux monoaxial et en l'absence de reflux parallèles. Le gros problème de la syndrome post-thrombotique, c'est que nous avons des systèmes parallèles qui sont refluents. Et cependant, cela n'est pas possible dans un système post-thrombotique et la valve qu'on va à construire n'est jamais pas au 100% compétente. Puisque nous avons des bons résultats cliniques non liés à la pression veineuse, il est ensuite que la valve agit d'une autre manière. Qu'est-ce que c'est le travail que la valve fait du moment que ce n'est pas la pression qui est son camp d'action? Mais comment ça marche? Il s'agit d'une réduction du volume total. La réduction du volume du reflux permet au système de pouvoir se vider partiellement à l'aide aussi des autres systèmes qu'on peut appliquer, c'est-à-dire la compression élastique, l'ablation superficielle, l'estétique proximale. Et ce sont tous des gestes qui, avec la néovalve, vont à réduire le volume total du membre. On sait déjà de la plétismographie à l'air et de cette étude hémodynamique qui les paramètres fondamentaux pour la rééquilibration du membre post-thrombotique, c'est le volume du sang à l'intérieur du système veineux. Et ces volumes, lorsqu'ils ne diminuent pas, avec les contractions musculaires, les volumes résiduels, il est lié aux symptômes et aux signes de l'insuffisance veineuse chronique. La plétismographie, c'est le seul examen hémodynamique qui nous montre le volume total, le volume résiduel de la jambe après les tiptoes, dans ce cas-là, dans les tiptoes. Les reflux veineux axial profonds empêchent la vidange exercée par la compression musculaire extrinsique, déterminant les conditions pour l'hypertension et la décompensation musculaire. Dans ce cas-là, on peut voir qu'il y a, quand le patient est au debout, et il y a les plateaux qui arrivent tout de suite. En effet, si nous observons un tracé avant la création de la néovalve, nous pouvons observer comme c'est que les patients se lèvent, ils se mettent en pied, ils commencent à marcher, le système se remplit immédiatement. Après la néovalve, alors que nous avons créé un mécanisme de contrôle du reflux, le système met au temps d'atteindre un plateau et c'est dans ces cas-là que nous n'avons pas pu un remplissage complet. On voit au début de la plétismographie comme ça va changer l'hémodynamique de la jambe. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. Le mécanisme qui permet à une néovalve d'améliorer les symptômes, c'est la réduction du volume résiduel de la jambe. Actuellement, les patients sont donc évalués de la manière la plus exhaustive possible et sont soumis à un protocole de traitement et de diagnostic qui va entraîner dans le premier temps les traitements de l'obstruction et puis en étude hémodynamique. Et puis, on va regarder encore les patients parce qu'après que nous avons traité l'obstruction, les reflux, ce n'est pas les mêmes d'avant. Et pourtant, il s'agit de cas qui sont très complets et évalués et ne sont pas toujours les mêmes dans la vie du patient. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le traitement chirurgical du reflux, il est loin d'être pas plus considéré dans l'attitude chirurgicale. Il est très important parce qu'on sait que le reflux est connecté à une insuffisance veineuse chronique très importante et dans les patients où le traitement de l'obstruction tout seul n'est pas suffisant, nous avons dans notre main la possibilité d'aider ces patients qui ont une maladie qui est très invalidante. Merci. Merci beaucoup, Marzia, décidément. Nous avons été très intéressés par votre très belle présentation où vous faites état d'une finesse technique remarquable. Je passe la parole
à Albert-Claude Benamou, qui vous connaît très bien. Oui, oui, merci de cette présentation qui nous a permis de mesurer la complexité en fait du syndrome post-thrombotique et de sa prise en charge qui est forcément multifactorielle, dans laquelle une prise en charge vue sous l'angle d'une seule technique est complètement exclue. Il faut véritablement l'intégrer dans une prise en charge globale, à la fois sur l'aspect obstructif, parfois associé au reflux et au reflux résiduel, qu'on peut amener et finalement aboutir à une éventuelle indication d'un autre traitement par valvuloplastie complémentaire qui reste un geste technique qui est assez peu enseigné en France. Et c'est la raison pour laquelle, dans les écoles de chirurgie vasculaire, on devrait mieux connaître à la fois cette pathologie et ces techniques de réparation valvulaire profonde. On pourra avoir des films que tu pourras nous envoyer sur montrer comment cette opération d'abord d'évacuation de la fibrose, comme disent les Américains, de debulking de la veine. Il faut enlever tout ce matériel fibreux et avec le matériel fibreux résiduel, refabriquer un système de valvules qui va être fonctionnel, dont il faut mesurer l'importance. Donc c'est assez complexe et à chaque fois, c'est vraiment un travail de précision et pour lequel en plus il faut être assez humble. Ce que vous avez montré, c'est que le résultat n'est jamais définitivement acquis, ces patients sont évolutifs, il faudra les suivre. Et voilà, donc c'est plutôt des commentaires que des questions. Mais je laisse le temps de parole aux collègues pour éventuellement poser des questions. On a dans la salle des chirurgiens vasculaires comme Ronald Virag. Est-ce que tu as peut-être une question à poser à Marcia ? D'abord, toutes nos félicitations au nom de tous les chirurgiens vasculaires et les chirurgiens tout court. Et surtout, ça prouve, les chirurgiens vasculaires, ça a toujours été ma sensation, sont des gens qui sont tenaces. Passer 8-10 heures en salle d'opération, voire même plus, 15 heures à l'époque où chez Charles Dubos, ne posait aucun problème. Alors, je voulais vous demander un peu techniquement comment vous faites pour refaire cette valve très rapidement, bien sûr, on n'a pas beaucoup de temps, à partir de ce matériel fibrotique, et comment vous savez qu'elle va être étanche, hein, voilà. Et vous saluerez de notre part, bien sûr, Maletti, que nous connaissons très bien. Merci pour cette question. Alors, ce qu'on va faire, d'habitude, c'est utiliser les matériels fibrotiques qui, c'est les dommages post-thrombotiques à l'intérieur de la veine. On sait que tous ces matériels-là, il est endotélisé. Et la peur que nous avons au début de cette technique, c'est-à-dire la thrombose de la valve, en effet, c'est un risque qui est vraiment très bas. Et on va faire un volet, un valve, seulement d'habitude c'est un monocuspide, et on va prendre des mesures sur les calibres de la veine et quand il est complètement remplissé. C'est une calculation que nous avons décidée pendant les temps, c'est-à-dire que les parties libres de la valve doivent arriver à toucher la paroi contralatérale. Et ça, c'est-à-dire que la poche, d'habitude, c'est 2/3 la circonférence de la veine. Et pourtant, c'est une mesure qu'on va faire avant et pour être sûr d'avoir la possibilité de fermer les vaisseaux. Mais il faut dire qu'on ne doit pas considérer la valve avec les mêmes mécanismes de la valve naturelle, parce que la valve naturelle, elle n'est jamais fermée, elle est toujours comme ça. Et la néovalve, en effet, on l'appelle néovalve, mais il s'agit d'un mécanisme anti-reflux qui peut faire seulement comme ça. Et pourtant, ça va réduire de façon importante les reflux, mais jamais à ne déterminer l'abolition. Merci beaucoup. Jean-Claude Ruffinal, ou alors Hélène Sussman a levé la main.
Bonjour, je suis médecin vasculaire. Je voulais savoir quels sont les secteurs veineux sur lesquels vous travaillez essentiellement. Est-ce que c'est les iliaques? Est-ce que ce sont les fémorales communes ou superficielles? Alors, les segments dont d'habitude on va faire la néovalve, c'est les premiers segments de la veine fémorale. Dans la veine fémorale commune n'a pas sens parce que nous sommes aval de la fémorale profonde et pourtant nous avons le risque d'avoir des reflux parallèles. La poplité, elle serait la place idéale, mais c'est difficile d'aller à faire des valves là-bas. D'habitude, il est double et en plus, la paroi d'habitude, c'est trop mince pour faire une valve suffisamment adéquate et pourtant, on va choisir les premiers tiers ou la moitié de la fémorale. Oui, alors une question qu'on t'a posée hier, Martia, puisque hier, Oscar et Martia ont fait un enseignement en direct avec nos étudiants à Paris, en salle d'opération. Ils ont fait depuis Modène des transmissions d'actes veineux. Et on a posé la question à l'équipe italienne qui fait des recherches actuellement, puisqu'on parle maintenant d'endoveineux. Est-ce que les néovalves endo sur des stents peuvent être imaginées? Et peut-être, c'est peut-être l'avenir. Quel est aujourd'hui le développement de cette recherche? Les stents valvulés. Vous avez demandé d'une valve prosthétique, c'est ça? Parce que les stents valvulaires. Ah oui, les stents valvulaires, oui. C'est notre recherche la plus importante en termes de construction valvulaire. Il s'agit d'une valve qui est faite de péricardium bovine, très mince, qui est fixée sur un stent. Et elle est faite comme la néovalve, c'est seulement un flap. Et elle est posée en face d'un vaisseau comme la profonde pour avoir un suffisant nettoyance du bord de la valve. Congruence. Ça, il serait les futurs parce qu'on peut en mettre beaucoup plus qu'un. En effet, néovalve, c'est-à-dire d'habitude seulement un dans la jambe parfois. Peut-être deux dans la vie du patient, mais il s'agit tout à fait d'intervention chirurgicale. Et ça, on va faire les premières implantations dans l'homme, je pense, les prochaines années. Voilà, merci. On arrive au bout de la séance. Merci beaucoup, Marcia. Merci beaucoup. Merci. On a une téléprésence de près de 60 personnes depuis le début. Vas-y. Simplement pour conclure et avant de repasser la parole à notre président, Philippe Marr, dire que cette séance a été vraiment passionnante, qu'elle a maintenu à distance vraiment un suivi très très important puisqu'on a eu plus de 70 personnes en téléprésence, plus ici même une dizaine de personnes. Donc c'est une très bonne adhérence au programme. Merci beaucoup. Merci Albert Claude, merci à tous. Ce qui est intéressant, c'est de noter que la présence a été stable. Très souvent, nous observons des variations en fonction de l'intérêt des communications. Cette séance montre bien l'évolution technologique de la médecine. La pathologie veineuse dont nous avons parlé est très fréquente et elle fait l'objet d'innovations multiples qui relèvent de ce qu'on appelle maintenant les procédures interventionnelles. L'Académie s'y intéresse beaucoup depuis longtemps, puisqu'il y a 5 ans, elle avait décidé d'accueillir en son sein des médecins faisant régulièrement des procédures interventionnelles, quelle que soit leur formation initiale, médicale ou chirurgicale. Et le nombre de séances consacrées à l'interventionnel dans différentes disciplines depuis l'année dernière et surtout cette année est très impressionnant. Je vous remercie tous et vous souhaite, oui. Roumanie qui nous fait des remerciements. Je vois dans le chat que tout le monde peut peut-être voir mon collègue le docteur Valerian Siobotaru, pardon pour la prononciation, de Bucarest,
qui nous remercie pour cette amazing webinar conférence. Merci Bucarest. Merci à tous. Bonne soirée.